15 mai 2017, bonjour à tous et bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale de motion adoptée à l'issue du meeting d'information du Front pour le sursaut patriotique à Paris. Les Béninois de la diaspora sont venus de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada et autres pour faire le point de la situation nationale et décrypter le bilan des 12 mois de gestion du président Talon. Ça grogne à la Sonapra, l'institution qui a fait entre-temps la fierté du pays en pleine liquidation. Un invité dans votre émission, Kamar Ouassagari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Sonapra. À suivre également la une des journaux présentée par Enoch Laradé et le journal avec Kader Achirou. Bonjour, bienvenue. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Assemblée nationale d'importants accords de prêt ratifiés ». L'informateur, formation du bloc de la majorité parlementaire, la machine politique de Talon, mise en place fraternité, mise en œuvre du PAG, les opérateurs économiques des collines soutiennent Talon. Et puis le matinal, production record pour la campagne cotonnière 2016-2017, l'exploit de tous les temps. Et puis matin libre, mairie de Cotonou, comment Talon crée la division. On continue avec Voix, notre voix qui titre ce jour renouvellement de la classe politique nationale. Un véritable dégagisme s'impose en 2019. Et puis on continue cette fois-ci avec Nord-Sud quotidien, mairie de Cotonou. Des conseillers évoquent une gestion hasardeuse de Léadi Soglo. Libération qui titre ce jour campagne cotonnière 2016-2017, une production record de 450 000 tonnes. On continue avec Cocorico Info qui titre contrat liant l'État béninois aux sociétés Atral et Bénin Contrôle et les actuels documents statutaires. L'UDD Ologede exige leur publication. Les Pharaons, campagne cotonnière 2016-2017, une production historique de 453 012,6 tonnes. On finit avec La Guérite qui titre déclaration des acquis, déclaration des caciques FCBE en faveur de Talon. Yahi paie le prix de sa politique d'autodestruction. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation des unes des journaux. On retient que le maire Léadi Vinagnon Soglo a fait la une des journaux. On a parlé également de la campagne cotonnière 2016-2017. La production a été une production record. Et puis les FCBE ont également fait la une des journaux. Kader Achirou est installé pour nous présenter le journal. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Isaac Aïvodji et 30 conseillers municipaux de la ville de Cotonou se désolidarisent du maire Léadi Vinagnon Soglo. Ils l'ont fait savoir samedi dernier à travers une déclaration rendue publique dans laquelle ils dénoncent une mauvaise gestion de la municipalité de Cotonou. Les 31 conseillers fondeurs soutiennent le projet de réhabilitation des grandes villes du Grand Nokoué, mais aussi surtout le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Le député Zéphirin Kendiaoundé a tenu jeudi dernier une conférence de presse sur l'actualité politique nationale. Au cours de cette sortie médiatique, le président du parti Union pour une dynamique démocratique UDD Wologede s'est officiellement déclaré être en rupture avec la rupture que prône le gouvernement du nouveau départ. En clair, il n'est plus en harmonie avec la gestion que fait Patrice Talon du Bénin, et ce depuis son investiture le 6 avril 2016. Il exige que les contrats liant l'État béninois aux sociétés Atral et Bénin Contrôle soient rendus publics. On écoute Zéphirin Kendiaoundé pour plus d'explications. La gouvernance du président Patrice Talon a généré en 12 mois de nombreuses et néfastes conséquences qui affectent toute la nation et dont les plus graves sont d'une part la concentration de monopoles et l'installation d'oligarchies dans les secteurs clés de l'économie béninoise, agriculture et les activités portuaires. Et d'autre part, une aggravation de la misère avec ses coloraires de chômage, de malnutrition, d'insécurité, etc. Autrement dit, le gouvernement, au lieu de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations en luttant contre la pauvreté, préfère plutôt lutter contre les pauvres. Le comble est l'aveu d'incapacité du chef de l'État à gérer notre pays lors de l'une de ses sorties médiatiques quand il affirmait, je cite, « Le pays va mal, le pays va très mal ». Et comment, dans ces conditions, le même chef d'État peut-il encore demander à son peuple d'attendre
et de serrer les ceintures pendant au moins 2 ans encore. Pendant ce temps, lui, il est en train de construire tous les jours que Dieu fait, rebâtir, j'allais dire, son empire économique. Allez-y comprendre quelque chose. C'est d'ailleurs ce que certains esprits éveillés de la République, que nous saluons et félicitons ici, ont très vite compris en commençant par tirer la sonnette d'alarme très tôt. L'UDD Ologede les remercie pour leur lucidité et leur patriotisme. L'Union européenne a offert à la République du Bénin 2 fourgons climatisés tout neufs destinés aux prisons civiles d'Abomey et de Cotonou, lesquels fourgons d'une capacité de 17 passagers chacun devront faciliter le transfert des détenus de prison vers les tribunaux et les juridictions de droit commun. On écoute le représentant de l'Union européenne et la directrice de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation. Le projet qui a financé l'achat de 2 fourgons s'intitule « Projet d'appui à la justice ». Financé sur le 10e Fonds européen de développement pour une période de mise en œuvre de 6 ans, donc 2014-2020, et avec 3 volets principaux, l'appui à l'administration centrale, donc au ministère de la Justice, les soutiens aux services judiciaires et les soutiens aux services pénitentiaires. Donc, ça va sans dire que la cérémonie d'aujourd'hui concernait surtout les 3e volets. Donc, c'est ce qu'on fait pour soutenir la gestion des prisons au Bénin. Sinon, les projets en envergure majeure et plusieurs activités sont prévues, ont déjà été réalisées et plusieurs encore sont prévues d'ici 2020. L'objectif principal du projet, c'est d'aider le ministère et tous les acteurs de justice au Bénin à pouvoir mettre en œuvre la politique nationale de développement secteur de la justice, qui est un document approuvé par le gouvernement du Bénin et qui sert un peu comme feuille de route pour l'épanouissement de la justice jusqu'au 2025. Et au terme de ce projet, il y a eu le projet d'appui à la justice sur le 10e Fonds européen de développement. Et dans le cadre de ce partenariat, nous mettons en œuvre en fait le début programme. Et pour le compte du début programme 1, pour lequel en fait nous avions réceptionné 2 fourgons ce matin. 2 fourgons, c'est-à-dire en fait ce sont des véhicules qui permettent le transfèrement des détenus de la prison civile vers les juridictions en vue en fait de leur jugement et bien évidemment de prononcer de leur peine ou en fait de la levée de la peine ou en fait leur permettra de dire s'ils sont condamnés ou pas. Donc vous voyez systématiquement l'impact direct de l'acquisition de ces fourgons qui sont destinés. Et il y a un pour la prison civile de Cotonou et le second pour la prison civile d'Abomey. Donc avec l'appui substantiel que nous apporte l'Union européenne ce jour à travers la remise de ces fourgons, il y aura en fait une célérité en termes de jugement, il y aura une réduction des charges liées à la location des véhicules. Parce que parfois nous faisons recours à des locations privées qui en fait ne répondent pas aux normes, puisque parfois les prestataires mettent à la disposition de la justice pour le transfèrement des bâchers. Et vous voyez les bâchers avec leur état et nous assistons parfois à des évasions, ce qui n'est pas du tout bon pour la sécurité de nos populations et détenus qui se retrouvent dans la nature. Vous voyez ce que ça donne. Donc je crois qu'avec cet appui substantiel, les conditions sécuritaires sont remplies et mieux les dossiers pourront être vidés. Parce que du fait des difficultés de transfèrement vers les juridictions, les jugements n'ont pas lieu à temps. Donc pour nous, en fait, cet effort est à saluer. Et nous n'allons pas nous arrêter à cet effort. Je crois que nous l'avions annoncé qu'il y aura dans les jours à venir le renforcement du parc automobile en termes d'acquisition de véhicules pour les tribunaux, pour les présidents des cours d'appel. Et puis tout ça s'inscrit dans le cadre national juridique. En dehors de ça, nous aurions en fait à réceptionner aussi 3 autres fourgons pour les autres prisons. Et 3 autres fourgons dont la capacité est plus énorme que ceux que nous avions réceptionnés ce matin, puisque ceux que nous avions réceptionnés ce matin sont d'une capacité de 17 personnes. Les fourgons à venir
sont d'une capacité de 30 personnes. Donc en fait tout ça pour en fait matérialiser et dire à quel point le partenariat entre l'Union européenne et la justice en fait et vont bon train et nous permettre véritablement en phase avec les actions qu'accomplissent aussi le gouvernement de pouvoir atteindre les meilleurs résultats et donc de faire de notre justice une justice crédible, accessible à tous. Le coton est un savon purificateur qui permet de maintenir la pureté et la souplesse de la peau. Utilisé à des fins multiples par les anciens, ce savon a presque disparu sur le marché béninois. Plein de vertus, ce savon pâteux est fortement concurrencé de nos jours par les savons cosmétiques qui inondent les points de vente. Dans le reportage que je vous invite à suivre, je vous invite à découvrir le coton à travers ses vertus, son utilité et quelles en sont les différentes catégories. Suivez plutôt. Communément appelé coton, le savon noir est fabriqué à base des débris, de régime de palme, de l'huile rouge et de l'eau. Toujours prisé dans les ménages, ce savon a des vertus exceptionnelles. Commercialisé au Bénin et dans les grands marchés de la sous-région par les bonnes dames, le coton, malgré la modernisation, reste dans l'air du temps. Ça sert à lisser la peau, ça ne dépigmente pas la peau. Ça a plusieurs sortes de savon Ghana. Ici, vous avez le savon blanc, qui est fait à base de l'huile de coco au Ghana. C'est fait à l'état brut avec des soudes artisanales. Ces soudes artisanales consistent, comment on appelle, les feuilles mortes du cacao qui sont devenues soudes caustiques artisanales. C'est avec ça qu'ils préparent ce savon blanc. Vous avez ça là par exemple, ça là c'est au coton même du Ghana ça, qui est dans le papier. Ici, ce que vous avez qui est coupé là, c'est toujours le savon Ghana coupé en tranches. Ça, c'est fait à base du beurre de cacao. Voilà les 3 sortes de savon Ghana que vous avez pour le moment. Les vendeuses de ce secteur d'activité s'y introduisent par l'aide des microcrédits qui leur permet progressivement d'asseoir un fonds de commerce. Présent également sur leurs étalages, le coton d'origine ghanéenne est frappé par des taxes douanières. Mais son prix d'achat est à la bourse du béninois lambda. Ce savon naturel est souvent utilisé par les féticheurs et les tradithérapeutes compte tenu de son caractère pâteux. Et les savons parfumés d'autres sont allergiques au parfum. Et quand ils se lavent avec les savons parfumés, ils ont la grippe ou bien leur sinusite se déclenche. Alors que les savons Ghana n'ont pas de parfum. C'est naturel. Écoutez, le savon au coton, c'est un savon qui est à base, qui est mou. C'est comme un savon pâteux. Alors quand le guérisseur a une plante avec laquelle il veut mélanger son savon, il ne peut que s'approcher de ce savon. Et c'est tout. Tout le monde peut utiliser, même le coton naturel que nos grands-parents ont utilisé. Les féticheurs en prennent, comment on appelle, tout le monde se lave avec ça. Donc, ce n'est pas nécessairement pour les féticheurs, mais c'est pour tout le monde. Les vendeurs de ce savon vendent d'autres articles, à savoir savons et parfums d'origine togolaise. Tous ces savons n'ont qu'une spécificité qui n'est rien d'autre que de rendre la peau plus lisse et plus claire sans la dépigmenter. Lesquels savons constituent une part belle de ce que l'on pourrait appeler patrimoine culturel africain. Pour vite écouler leurs marchandises dans les villes de Cotonou, plusieurs vendeuses préfèrent se livrer à une véritable course-poursuite dans les feux tricolores pour proposer leurs articles aux usagers de la route. Quelles en sont les diverses raisons qui expliquent cette forme de commerce et quelles en sont les difficultés et conséquences? Éléments de réponse dans ce reportage. Les artères des villes de Cotonou et notamment les feux tricolores sont ainsi occupés par ces vendeurs ambulants. C'est sans doute le seul moyen pour eux de pouvoir satisfaire à leurs besoins fondamentaux et plusieurs raisons sous-tendent le choix de ces derniers. Premièrement, je suis un étudiant. Donc, parfois, il y a un manque de moyens pour pouvoir payer comment dirais-je, des photocopies et autres là, ou bien pour se nourrir. Il y a beaucoup de gens parmi nous, les diplômés sans emploi. C'est ce qui nous pousse souvent à faire ce job-là. C'est pour m'aider dans certaines activités, exemple comme certaines sous comme les photocopies. Parce que si tu as quelqu'un qui travaille dans les affaires de l'État là, tu es gagné. Si tu n'as personne qui travaille dans les affaires de l'État là, tu es foutu.
Agenda, stylo, eau, ustensiles de cuisine sont entre autres des produits que ces vendeurs proposent aux clients circonstanciels qui par moment s'approvisionnent. Des fois, quand on achète dans les fêtes tricolores, moi je vois, chez moi je vois que c'est moins cher par rapport d'aller dans les boutiques. Par exemple, quand je prends ma moto, je m'en vais, au lieu de dévier pour aller dans une boutique, je peux m'arrêter dans un feu, j'achète simplement puis je pars. Bon, ça ne dure pas, mais le prix est abordable par rapport aux boutiques. J'ai besoin de ça en urgence et dans le feu, je vois que c'est plus rapide que d'aller dans les supermarchés ou bien quelque part acheter. C'est la raison qui me pousse à acheter. Bon, c'est moins cher par rapport à ceux qu'on achète dans les supermarchés et dans les boutiques. Bon, souvent, bon, on ne prend pas compte de la qualité, bon, on paye seulement. Il faut dire que ces différents vendeurs qui n'attendent que le feu passe au vert ou que l'homme en uniforme ne donne le top pour se sauver sont confrontés à diverses difficultés et courent d'énormes risques. Par exemple, les clients maintenant, même s'ils savent le prix réel, ils cherchent aussi à discuter là-dessus. Il y a des gens, parfois quand tu augmentes le prix, par exemple, ils s'énervent et ils laissent de ne plus payer parce que tu l'as déjà surmonté. Et parfois, il y a aussi des méventes. Tu vas venir un jour maintenant, tu vas venir aller payer, mais aller à la maison, les poches vides sans vendre quelque chose. Mais les difficultés qu'on rencontre souvent dedans, souvent les clients, même s'ils connaissent le prix des choses, si on les dit, ils ne veulent pas payer. Toutefois, ce métier nourrit bien son homme. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation. Et vous étiez en train de dire Koto. Koto, c'est plutôt Koto. Koto, voilà. Vous êtes de quelle ville du Bénin? Tchaourou. Voilà. Tchaourou, on ne dit pas Koto non plus, on dit Koto. Voilà. C'est un savon noir qui est très prisé du côté du Bénin, du côté du Ghana et pourquoi pas dans tous les pays de la sous-région. Donc, en Afrique. Dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir pour vous Kamar Wassagari. Il est le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA. L'Ultra SONAPRA, grand moment de télévision à ne pas rater. Kamar Wassagari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA. Bienvenue donc sur Free Matin et sur Zawi TV. Je suis avec Kader Achiro pour conduire cet entretien. Dites-nous comment se porte la SONAPRA. Comme tout le monde le sait, la SONAPRA à l'heure actuelle se porte mal. Mal parce que le 30 novembre 2016, le gouvernement a décidé de la liquidation d'un certain nombre de structures du MAEP. Et parmi ces structures, il y a la SONAPRA. C'est-à-dire qu'après plus de 30 ans de services rendus à la nation, le gouvernement a décidé de rompre les amarres. Et depuis le 30 novembre, c'est la désolation totale. Voilà la situation de la SONAPRA à l'heure actuelle. La situation, mais on a appris que le processus de liquidation est enclenché et que le personnel veut être remercié. Qu'en est-il réellement? Oui, il faut dire, après le Conseil des ministres du 30 novembre, le 11 janvier 2017, le gouvernement a désigné un liquidateur. Le liquidateur, c'est le cabinet Maza du M. Armand Fandouan. Donc, il a pris service effectivement le 14 février, c'est-à-dire qu'il a été nommé le 11 janvier, mais il a pris service le 14 février. Et depuis ce moment, dans tout processus de liquidation ou de licenciement, et le Code a quand même prévu un certain nombre d'étapes. Et parmi ces étapes, il doit y avoir l'implication des forces de l'ordre. Mais nous avons remarqué que depuis ce moment, le liquidateur fonce, et ce n'est que le 5 mai dernier que nous avons appris, sur l'invitation du liquidateur délégué, parce qu'il faut préciser que le liquidateur principal est en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est le liquidateur délégué qui nous a appelés pour nous porter un message. Au cours de la rencontre, il nous faisait part que la rencontre s'est tenue quand déjà? Le 5 mai 2017, dans les locaux de la direction générale de la SONAPRA. Et la même rencontre était prévue également dans les locaux de la direction régionale zone centre à Poïcon et zone nord à Paracon. Donc au cours de la rencontre, il nous faisait savoir qu'il avait un message pour le personnel, parce qu'on avait vu, il avait sur lui deux grosses enveloppes. Donc on lui a demandé quel était le contenu de l'enveloppe, mais il nous a dit que c'était
les documents individuels. Donc, il ne pouvait pas nous dire ça en Assemblée générale. C'est en ce moment qu'on lui a dit, si c'était des documents individuels, pourquoi alors convoquer une Assemblée générale pour parler du document? Donc, le mieux, c'était qu'on se retire et qu'il appelle les gens de façon individuelle pour leur remettre le document. C'est ce qui a été fait? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas été appelé par le liquidateur. Ça veut dire qu'en principe, je ne connais pas le contenu des enveloppes, mais de source syndicale, nous avons des collègues qui se sont rapprochés et qui ont eu connaissance du document. Est-ce que le personnel de la SONAPRA a reçu, il y a des membres du personnel qui ont reçu ce document? Oui, certains membres du personnel ont reçu le document. Parce que vous voyez, quand vous prenez la SONAPRA, il y a des gens qui sont à 1 année, 2 ans de leur départ à la retraite de 3 ans, 4, 5 ans. Par contre, il y a d'autres qui ont commencé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça veut dire que les programmes ne peuvent pas être les mêmes. Quelqu'un qui a 1 année, 2 ans de la retraite, peut-être que si j'étais aussi à 1 année ou 2 ans de départ à la retraite, je serais déjà parti chercher ça me permet, j'aurais déjà suffisamment cotisé à la CNSS et je peux bénéficier d'une pension de retraite. Mais ceux qui sont à moins de 15 ans de service, les jeunes, ceux qui ont les bras valides, on peut dire, ces gens, ça va être difficile d'accepter dans les conditions que le liquidateur ne peut pas aller prendre la lettre de licenciement et partir. Parce que ce qu'on demande, c'est tout simple. Quand vous licenciez, vous devez, ensemble avec l'inspecteur du travail, le liquidateur et vous, voir quelle est la base de calcul de vos droits. Mais à votre avis, est-ce que le président Patrice Talon est informé de la situation, puisqu'il avait promis quand même que les emplois ne seraient pas perdus? Bon, personnellement, je pense qu'il n'est pas informé. Mais est-ce que vous avez mené des démarches pour pouvoir informer les autorités de l'État? Oui. Vous avez vu, la dernière fois, nous avons rencontré, le lundi dernier, nous avons rencontré le président du Conseil économique et social qui, comme le nom de la structure l'indique, a un aspect social. Qu'est-ce qu'il a pu dire, le président il nous a du CES? Il nous a écouté. C'est vrai qu'il disait qu'il écoutait tout ce qui se passait, qu'il avait un œil attentif sur tout ce qui se déroulait. Mais quand nous avons apporté des explications, on lui a fait un document, on lui a remis. Il dit qu'il prend notre dossier à bras le corps et qu'il va rencontrer les autorités compétentes. Et je suis sûr qu'il va rencontrer le chef de l'État parce qu'il ne peut pas faire ça sans rencontrer l'exécutif. En dehors du président du Conseil économique et social, c'est heureux d'entendre que la représentation nationale a envoyé une question d'actualité au gouvernement. Donc on peut dire maintenant que le président est en train d'être informé petit à petit, même s'il n'était pas informé. Le pays est en train d'être informé. Et c'est le lieu pour moi de remercier le président de l'Assemblée nationale, qui, je sais, est un père de famille et qui prendra le dossier de la SONAPRA à bras le corps. Également, le député qui a eu l'idée de poser la question d'actualité, l'honneur Issifou et les autres collègues. Et j'ai quand même confiance à la représentation nationale. Et saluer également les centrales syndicales qui, depuis le début du processus, se sont impliquées. Et c'est d'ailleurs pourquoi le 15 mars, quand ils ont rencontré le chef de l'État, c'était le dossier qui était à la une de leur rencontre. Et c'est en ce moment que le chef de l'État a promis formellement qu'aucun emploi des structures à liquider ne sera perdu. Donc, si c'est justement ce qui fâche un peu à la SONAPRA. Parce qu'on a comme l'impression que le chef de l'État avait fait une promesse et que le personnel s'était dit donc nos emplois seront quand même garantis, même s'il y a un liquidateur, et j'étais justement à ce point de presse-là. Et c'est ce qui fâche un peu quand même. Oui, ça fâche pas un peu, beaucoup. Mais on se fâche pas contre le chef de l'État, mais contre le liquidateur. Comme je vous l'ai dit au début, le travail principal est en Côte d'Ivoire. Les travailleurs ont l'impression que c'est le code du travail ivoirien qu'il est en train de nous appliquer au Bénin. Je n'ai pas le contenu du code du travail ivoirien, mais ce qu'il fait va en déphasage avec le code du travail béninois. Et on se dit, pour un grand cabinet comme ça, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que vous avez cherché à échanger avec les dirigeants du cabinet en question, Mazar? Oui, chaque fois on a envoyé des lettres, demande de parce que tout ce qu'on a voulu faire, on a voulu le faire avec des preuves. Plusieurs fois, on lui a écrit pour qu'il nous rencontre, mais c'est toujours une fin de non-recevoir. Et même aujourd'hui, même la presse, quand les gens vont quand même pour avoir son son de cloche, c'est toujours un refus catégorique. On ne sait pas pour quelle mission elle est là. Mais vous pensez que le cabinet cache quelque chose, finalement? Il y a beaucoup de choses. Il ne veut pas parler. Je vous dis, par exemple, parmi les structures liquidées, la SONAPRA a le plus grand nombre, le plus gros personnel. C'est-à-dire combien? 319, alors nous parlons. Mais c'est vrai que parmi les 319, il y a certains collègues qui ont un contrat à durée indéterminée, d'autres qui ont un contrat à durée déterminée. Mais parmi ces structures, c'est la SONAPRA, c'est les organisations qu'on licencie pour le moment. C'est-à-dire la SONAPRA la plus ancienne, qui a un plus grand nombre de personnes, c'est par là qu'on commence. Et pourquoi on veut tout faire en absence des travailleurs?
c'est dire, par exemple, aujourd'hui, le point qu'on a fait du matériel, c'est possible, je ne dis pas que c'est ce que le liquidateur va faire, mais c'est possible qu'après notre départ, qu'il y ait des modifications, mais il n'y aura plus quelqu'un pour suivre ce qui se passe. Pourquoi on veut alors remercier rapidement l'État? Or, la seule fois où on a pu le rencontrer, sur insistance des deux syndicats de la maison, il nous a formellement dit que jusqu'en fin mai, tout le personnel serait là, mais que c'est à partir de juin que le processus va être, que les licenciements peuvent apparaître. Parce que jusqu'en ce moment, on était sûr qu'il y a une décision qui allait sortir pour dire que les travailleurs de la SONAPRA vont être transférés dans les 7 agences à créer. Et je vous dis, la précipitation même nous surprend. La première rencontre qu'on a eue avec le liquidateur à la bourse du à la direction générale du travail, c'était le 11 avril. L'article 48 du code dit, même si vous reçoivez l'autorisation de la direction générale du travail, c'est 45 jours pour une structure qui a une personne de plus de 50 agents, c'est 45 jours après qu'on leur notifie la lettre de licenciement. Mais je vous ai dit, la première rencontre, c'est le 11 avril, et le 5 mai déjà, la lettre de licenciement est après. Moins de 45 jours. Pourquoi cette précipitation? Que veut-on nous cacher? Lorsque vous dites qu'on veut vous mettre hors, est-ce que ce n'est pas déjà qu'on considère que vous êtes déjà off et que voilà quoi, non, moi, le pays doit évoluer sans la SONAPRA? Oui, je ne me considère pas comme off à l'heure actuelle. Parce que, vous êtes toujours on? Parce que je suis toujours on, parce que je n'ai pas encore reçu la lettre de licenciement. Le liquidateur ne m'a pas encore appelé. Donc je considère que je suis... Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. En ce moment, on pourra quand même considérer... Vous aviserez? On avisera. Il paraît que le liquidateur agit quand même en complicité avec certains agents de la SONAPRA. Oui, donc c'était une centrale syndicale. Oui, vous voyez, dans toute structure, il y a toujours des brebis galeuses. Et dans des situations comme ça, les gens pensent qu'il faut diviser pour mieux régner. Et c'est d'ailleurs pourquoi le secrétaire général du Central SONAPRA, qui devait être à nos côtés pour la lutte, suite à certaines promesses de déploiement dans les nouvelles agences, travail est devenu comme un bras opérationnel du liquidateur. Mais là où c'est heureux, c'est que le secrétaire général adjoint et les autres membres du bureau se sont désolidarisés. Et le mercredi passé, on était ensemble avec le secrétaire général adjoint du Central SONAPRA sur une des radios de la place, où chacun a quand même dit son mécontentement. C'est-à-dire que malgré les brebis galeuses, nous attendons le mot d'ordre du chef de l'État. Et je pense que ce mot d'ordre... La division n'est pas pour vous aider quand même, parce que si vous ne travaillez pas en harmonie ou en adéquation, ce n'est pas toujours évident. Oui, mais ça évolue vite. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est peut-être qui a des intrigues, vous ne pouvez pas empêcher qu'il mette, je ne vais pas parler de télécommande ici ou autre, mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'agir. Mais ce qui est heureux, c'est qu'à la fin, que ceux qui suivent, ceux qui étaient dans le même regroupement, comprennent l'enjeu et se désolidarisent. Et c'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est heureux que tous les travailleurs quand même comprennent l'enjeu que nous traversons et chacun est en train de tout faire. Bien entendu, la seule personne qui peut décanter la situation, c'est le chef de l'État et nous attendons ce mot d'ordre. Mais il faut préciser que le jeudi prochain, il y a une rencontre, il y a la commission gouvernement central syndical qui va se réunir. Parce que lors de la rencontre avec le chef d'État, il était promis que les engagements du chef d'État soient traduits dans un document. Donc, le jeudi, la rencontre va avoir lieu et le problème de la SONAPRA va être amplement discuté. Donc, nous sommes sûrs que cette semaine, c'est la dernière semaine du stress de travail de la SONAPRA. La semaine décisive ou la semaine de tous les dangers, ça dépend. Non, je ne pense pas qu'il y ait danger. D'accord. Je fais confiance au chef d'État. La parole d'un chef d'État est comme une parole d'évangile. Je ne peux pas douter de ça. Donc, je suis que le bout du tunnel est prêt et nous faisons amplement confiance au chef de l'État. Parlant de la société de la SONAPRA, dites-nous quel est l'impact de la SONAPRA dans la campagne cotonnière 2016-2017 qui vient de s'achever. Oui, bon. Parce que vous étiez déjà dans le processus de liquidation agricole nationale. Oui, tout à l'heure, quand je suivais la revue de presse, je vois que les gens s'égosillaient, les gens étaient contents des performances qu'on a eu à réaliser. J'apprends 430, 450, de toute façon, les chiffres changent chaque jour. Les chiffres gonflent. Bon, de toute façon, les chiffres changent, donc c'est pas... Non, c'est pour dire qu'on n'a pas encore à notre niveau le point final. Mais c'est déjà heureux qu'on dise qu'on a plus de 400 000 tonnes. Sans la SONAPRA? Non, avec la SONAPRA. Parce que vous vous souvenez, quand le 6 avril 2016, le chef d'État avait pris les rênes de service, la SONAPRA avait déjà fait la mise en place des intrants au niveau de toutes les communes.
les preuves sont là, on ne veut pas polémiquer là-dessus. Donc c'est beau dire que la SONAPA a su anticiper sur tout ce qui arrive. Donc les résultats de cette campagne sont les résultats de la SONAPA. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut comprendre l'expertise des cas de la SONAPA. La preuve, même avant 2016, en 2008, quand il y a eu la famine dans le pays, ça a coïncidé avec la période où l'outil industriel de la SONAPA a été cédé. Quand on s'est reconverti sur la promotion uniquement du secteur des produits agricoles, vous avez vu que le boom qu'il y a eu depuis ce moment. C'est pour dire que les compétences sont là, il ne faut pas qu'on les jette aux orties. On doit pouvoir les utiliser pour le bien de ce pays. Ok, merci. Alors, pour finir, dites-nous, quels sont les recours que vous comptez avoir, là, surtout au cours de la semaine? Vous avez annoncé quand même des rencontres, mais quand les rencontres vont échouer, quels sont les recours, les derniers recours que vous allez faire recours? En termes de recours, comme je l'ai dit... Quelle sera votre dernière carte? Non, dernière carte, peut-être vrai que ce n'est pas sur le plan qu'on va de toutes nos stratégies, mais comme je l'ai dit, c'est que le jeudi, on aura le bout du tunnel. Je fais confiance, jusqu'alors nous parlons au propos du chef d'État. Donc, il sait que d'ici jeudi soir, c'est sûr que le vendredi, si vous nous invitez, on va vous dire que le jeu est clos, le chef d'État a tranché, les travaux de la SONAPA seront transférés dans la nouvelle génération. Je ne pense pas qu'au-delà de jeudi, qu'on puisse avoir encore d'autres batailles à mener. La bataille qu'on va mener, c'est peut-être faire une assemblée générale pour remercier le chef d'État pour le respect de l'engagement pris devant les centrales syndicales. Monsieur Kamar Ouassagari, donc, vous êtes le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA. Est-ce que vous pouvez regarder droit dans la caméra en face de vous et nous dire que vous avez été fier d'avoir été parmi le personnel de la SONAPRA? Oui, je suis très fier, comme bon nombre de mes collègues, d'avoir été quand même un artisan du développement du secteur agricole. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faudrait que le gouvernement ne puisse pas oublier les bons moments que la SONAPA a connus. Et que même si la SONAPA disparaissait aujourd'hui, c'est sûr que les nouvelles agences qu'on veut créer, avec le personnel de la SONAPA, ces gens vont continuer le travail que la SONAPA a eu à faire. Parce que même si le nom de la structure change, les compétences qui sont là vont poursuivre l'œuvre de développement du pays. Et nous sommes toujours fiers de contribuer à ça. C'est vrai que nous allons partir un jour, mais nous pensons qu'avant de partir, il y aura une jeune génération que nous allons quand même pouvoir former et poursuivre l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin doit être le grenier de l'Afrique, de la sous-région. Et ce n'est pas en désarticulant la SONAPA, en envoyant les cadres de la SONAPA dans tous les pays, tous les centres, toutes les régions du pays qu'on va atteindre cet objectif. Le programme d'action du gouvernement est clair. Vous allez voir qu'ils se sont accentués sur le développement de l'agriculture et ce programme d'action peut, à l'horizon 2021, ne peut réussir que si les cadres de la SONAPA sont intimement impliqués. J'ai foi en ça et c'est que le chef d'État aussi sait qu'il ne peut pas réussir sans les cadres de la SONAPA. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je dis que le jeudi prochain, le bout du tunnel serait là et que tous les agents de la SONAPA auront un sourire XXL. Merci à vous, Kamar Ouassagari. Vous êtes le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA, l'Ultra SONAPRA, Kadera Chirou. Merci donc de m'avoir accompagné dans cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kamar Ouassagari. Je rappelle qu'au cours de l'entretien, nous sommes revenus un peu sur les problèmes qu'il y a actuellement à la SONAPRA. On retient que vous avez dit que vous croyez énormément au chef de l'État et que vous êtes rassuré que cette semaine est la bonne pour la SONAPRA. Merci à vous. Dans un instant, l'horoscope. L'horoscope du jour avec vous, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier, respecter les différences, c'est un paramètre essentiel de l'amitié. Taureau, soyez réaliste et cherchez à limiter les dégâts en cessant de vous entêter sur des projets voués à l'échec. Gémeaux, il vous faudra rester vigilant et vous efforcer de régler vos problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Cancer, cette fois, la route vers le succès est dégagée. Lion, vous allez voir votre envie de réussir se réveiller. Vierge, vos projets seront retardés et il vaudra mieux attendre des jours meilleurs pour agir. Balance, ne cédez pas au penchant de foncer dans toutes les directions. Scorpion, ne cédez ni à l'agressivité ni au découragement. Restez zen. Sagittaire, apprenez à dialoguer à cœur ouvert. Capricorne, gardez bien en tête vos objectifs, ne vous dispersez pas à la légère. Verseau, c'est en croyant en vous-même que vous réussirez. Enfin, Poisson,
Ne vous lancez pas dans des projets qui dépassent vos possibilités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Billy Laivi, pour la présentation. C'est la fin de votre émission matinale Frais Matin à suivre sur Esaü TV à 10h. La revue de presse avec Kader Achiro à 19h. La grande édition du journal. Merci, au revoir et à demain.